Ces hommes font partie du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Avec une intervention toutes les 5 minutes, il bat chaque année un record national en effectuant près de 130 interventions pour 1000 habitants. Je suis en présence d'un feu d'appartement généralisé. Avec 2500 marins du feu, c'est l'unité de la Marine nationale dont l'effectif est le plus important. Cette caserne veille sur la deuxième ville de France, mais également sur sa façade maritime. Doté de 7 sections opérationnelles spécialisées, le bataillon de marins-pompiers de Marseille répond à toutes les urgences, avec un objectif permanent, intervenir en moins de 10 minutes entre l'appel et l'arrivée sur les lieux. Si le bataillon est considéré comme l'une des unités les plus performantes d'Europe, il le doit à l'engagement sans faille de ses marins-pompiers. Marseille, c'est aussi des arrondissements entourés de nature, constitués de pinèdes et de garrigues qui, pendant l'été, s'enflamment à la moindre étincelle. Une devise est gravée dans le cœur de cette élite. S'il y a des vies qui vous sont chères, pour le bataillon, elles le sont toutes. Intervention GIF. Pour l'ensemble en mon commandement, garde à vous. Un incendie en rez-de-chaussée qui n'est pas éteint dans les 10 minutes peut rapidement mettre en danger la vie de tous les occupants d'un immeuble. 21 personnes impliquées. Au cœur de l'été, il n'est pas rare qu'un coup de Mistral jette les plaisanciers sur les rochers acérés des Calanques. Patrick redoute d'aller au bout de certaines nuits car derrière les décombres d'un incendie, des pièges à feu explosent sans prévenir. Donc sud, Cap Cavo, semi-rigide. La hantise des marins-pompiers de Pointe-Rouge, les bateaux à la dérive et la recherche d'un noyé. La notion d'urgence, on ne la connaît véritablement qu'en arrivant sur les lieux. Marseille. Comme l'on dit ici, à l'exception des avalanches, bienvenue dans la ville de tous les dangers pour les marins-pompiers. Saint-Pierre est l'une des casernes du bataillon les plus actifs de la cité phocéenne. Chaque jour, les marins du feu s'entraînent pour être meilleurs de leur forme et sans cesse améliorer leur réactivité et leur efficacité en cas d'urgence. Car ces marins-pompiers sont avant tout des militaires et font partie d'une unité de la Marine nationale. Ils sont formés pour intervenir en moins de 10 minutes sur leur zone de compétence. Face aux risques quotidiens, ces hommes savent tout faire. Intervention deuxième départ. Un incendie vient de se déclarer dans un appartement situé dans l'Hypercentre, le 12e arrondissement de Marseille. Parlez pour la BRCG 7 Pierre. Bien reçu pour BRCG 7 Pierre, terminé. Actuellement en transit, une fumée noire importante. Sortant d'un immeuble à usage d'habitation, au rez-de-chaussée. Pierre Saxon, donc vous êtes en transit, vous voyez une fumée noire importante, c'est dégageant du rez-de-chaussée d'un bâtiment d'habitation. Ouais, fais-moi un plan de le citacle. Patrick, chef de groupe, arrive le premier sur les lieux et met la priorité sur la sécurisation des habitants de l'immeuble. Tu me fais une reconnaissance, tu m'évacues les gens là, s'il te plaît. Là, à l'angle, là, directement. L'incendie a déjà ravagé cet appartement en rez-de-chaussée et menace cette fois les étages supérieurs de l'immeuble. Je me trouve sur les lieux à l'adresse indiquée, 240 chemin Saint-Jean-du-Diseur, habitation Le Ducré. Je suis en présence d'un feu d'appartement généralisé.
un immeuble à usage d'habitation. Actuellement, des reconnaissances en cours. Je prends le commandement des opérations de secours, appellation Côte Saint-Jean-du-Désert. Comment reçu parler? À peine 10 minutes après l'alerte, le premier FI est sur zone. Tu me fais une attaque directe là avec une LDV et ton autre binôme, tu vas me les envoyer dans les étages pour me fermer toutes les trucs. C'est bon? Okay. Le FI est un fourgon à incendie équipé à l'arrière de 2 dévidoirs sur lesquels sont enroulés 400 mètres de tuyaux branchés sur une citerne d'eau de 2000 litres minimum. Dans les coffres latéraux se trouve une réserve de 240 mètres de tuyaux supplémentaires, transportables à l'épaule, pour faciliter l'accès des lances à incendie dans les immeubles en feu. Merci Philou. La violence de l'incendie laisse présager du pire. Si les habitants se trouvent encore à l'intérieur de cet appartement, leurs chances de survie sont infimes, car les flammes atteignent une température de 600 degrés en à peine 5 minutes. Dès que tu as moyen de rentrer avec ton armement, tu rentres dedans, il y a peut-être une victime à l'intérieur. À cet instant, les fumées toxiques se sont déjà propagées dans les parties communes. Patrick a donné l'ordre à la grande échelle de prendre contact avec les habitants restés calfeutrés dans leurs appartements. 80% des décès dans un incendie sont dus au dégagement toxique. Cette opération de reconnaissance est essentielle et peut sauver des vies. J'ai fait sortir 3 personnes qui étaient dans l'appartement à côté. Ok. Ils sont devant la façade de l'immeuble. Alors attends, on va reprendre. Toi, tu es avec un binôme, tu es rentré par là. Voilà, On le est deuxième d'accord. binôme est en train de couper le gaz et après ils sont prêts pour ouvrir la porte. Ok, fais-moi d'abord couper le gaz. Ouais. Et ton deuxième binôme, tu le mets dans les reconnaissances à l'intérieur avec un appareil respiratoire. Équipés d'ARI, appareils respiratoires isolants, les marins-pompiers ont une autonomie de 20 minutes pour progresser dans les fumées toxiques. Ouais, Jean-Luc, je t'écoute. Premier et deuxième étage, RS. Ok. Pendant ce temps, Patrick vérifie soigneusement qu'aucun occupant de l'immeuble ne manque à l'appel. La tâche est compliquée. En plein mois d'août, certains locataires sont au travail ou absents. C'est ça. Ce qu'on va faire, vous vous occupez du rez-de-chaussée, du premier et du deuxième niveau. Vous faites les reconnaissances sur les 3 appartements. D'accord? Vous vous occupez de cette tranche-là. C'est bon? Ce tableau permet d'établir une SITAC, une situation tactique. Ici à gauche, l'immeuble R+4, rez-de-chaussée, 4 étages, autour duquel se retrouvent positionnés tous les véhicules en intervention. Une borne à incendie alimente 2 FI qui à leur tour déploient des tuyaux reliés aux lances à incendie. À droite, une croix rouge indique le lieu de l'incendie et les appartements évacués. Philou! Gaz coupé! Saxo, toi Saint-Jean-du-Désert. Prenez que 3 personnes ont été évacuées de l'immeuble, mises en sécurité. Nous sommes actuellement maîtres du feu. Message terminé. Ça sent le gaz? Ok, sors. Demande à Cédric qui est dedans. S'il a coupé le gaz, ça sent le gaz au-dessus. Allez voir Cédric, le chef d'agré du FI Saint-Pierre, et confirmez-moi que le gaz il est coupé, ça sent le gaz au premier étage. Il a dû rentrer par là, essayer de voir et d'avoir vite une réponse. L'incendie du rez-de-chaussée a entièrement détruit l'appartement. Mais l'immeuble n'est plus en danger. Le gaz a bien été coupé. Seule victime de cet incendie, un petit chien, retrouvé intoxiqué par les fumées. À l'origine de l'incendie, une cigarette mal éteinte. Heureusement, l'occupante de l'appartement est saine et sauve. Mais la destruction d'un lieu de vie est toujours un traumatisme. Patrick doit faire face maintenant à une situation qu'il connaît bien. Dormir nulle part. Non, ils vont te reloger, commence pas. Comment on essayer de vous trouver un hôtel par la ville ou un truc comme ça. D'accord, on vous prend en charge, on ne vous laisse pas tomber. Ok? Ça marche? On s'occupe de vous. Loïc, tu les prends en charge, les 2 personnes là-haut. Et je vous tiens au courant pour vous expliquer comment ça va se passer. Hein? La locataire de l'appartement incendié doit son salut à l'héroïsme d'un voisin. Ma voisine, je la voyais pas, je l'ai entendu parler. Jusqu'au dernier moment, je voyais un visage comme ça. Et c'était vraiment tout noir, la fumée qui sortait de partout, ça puait.
J'avais mis mon t-shirt, à un moment j'ai enlevé mon t-shirt pour le mettre sur mon nez parce que j'ai commencé un peu à tousser. Et après, arrivé au niveau du salon, heureusement que j'ai eu aussi l'aide de mon ami qui est venu, qui a tiré la dame avec moi et on a pu la sortir de là. L'appartement est complètement ventilé, il y a quasiment plus de fumée. Les relevés échos négatifs, il n'y a rien. Ok. Point chaud, il n'y en a pas? 6 points chauds, il y a quand même des plaques à 60 degrés. Ok, alors là, ce qu'on a fait, on va faire bon, les appartements, ils sont tous visités. On est clair sur les apparts, sur la levée de doute des apparts. Ce qu'on va faire maintenant, on va commencer un peu à alléger le dispositif. Donc on va attaquer le déblai. Détruit par le rayonnement. La phase du déblai est capitale. Les marins-pompiers savent bien que sous les stigmates de l'incendie, les pièges à feu sont nombreux. Certaines matières peuvent reprendre feu jusqu'à 10 heures après leur extinction. Dernière précaution, l'arrosage des murs pour faire baisser la température de la structure. Belle intervention avec pas mal de risques annexes au niveau du gaz et de l'électricité. Mais on a pu couper rapidement les fluides sur l'immeuble. Il n'y a aucune personne qui est décédée, mais le feu a détruit l'appartement à 100%. Une bonne intervention de notre part. Cette bonne intervention, comme dit Patrick, menée en moins de 20 minutes, aura mobilisé pas moins de 7 véhicules et 25 marins-pompiers sous l'autorité d'un chef de groupe. Un engagement technique et humain impressionnant mais nécessaire pour stopper ce feu dans sa course folle avant qu'il n'atteigne les étages et fasse de nombreuses victimes. Marseille bat tous les records. C'est la ville la plus étendue de France, 240 km², 2 fois la superficie de Paris. En été, le danger est partout. La caserne de Pointe-Rouge fait face à des urgences d'un autre type. Ici, une petite unité de 25 marins-pompiers sont sur les dents jour et nuit pour couvrir la partie extrême sud-est de Marseille et son littoral. La vedette de la Bonne Mer est prête à appareiller. L'alerte vient d'être donnée pour un bateau en panne de moteur. La situation est grave, car il s'agit cette fois d'un plaisancier et de ses passagers qui dérivent vers la côte, déchiquetés des calanques. Et donc, aussi Marseille, on sortait pour un voilier, donc ça repasse moteur, Facteur aggravant, la météo vient d'annoncer un coup de Mistral. Un ordre de mission pour un voilier en panne moteur, donc à la dérive. On n'a pas beaucoup de précision, on a 1 ou 2 personnes à bord, on ne sait pas plus. Donc l'objectif, c'est d'arriver au plus vite, parce qu'on sait que le risque, c'est qu'il soit sur les rochers et que du coup, il y a d'autres problèmes pour l'intégrité des personnes qui sont à bord et pour le bateau également. Stéphane, le patron de la vedette, pousse à fond les 1000 chevaux de la Bonne Mer de Marseille, car il craint que le plaisancier en détresse s'écrase violemment avec ses passagers sur les rochers coupants des calanques. Le voilier en difficulté est à une quinzaine de minutes de la base de Pointe-Rouge. Entre-temps, la Grande Bleue s'est réveillée et devient menaçante. Stéphane et ses hommes se préparent à affronter un coup de mer. Nicolas et Santos s'équipent pour travailler sur le pont arrière. Le sauvetage s'annonce périlleux et le voilier n'est toujours pas en vue. Avant d'arriver, on voit donc au loin que le voilier est sur les roches. Et donc là, ma priorité, ça va être de savoir où sont les gens. Où sont les gens qui étaient à bord, combien ils étaient, est-ce qu'ils sont sains et saufs, est-ce qu'ils ont besoin de secours supplémentaires? Les conditions météo font qu'on est vraiment au plus près de l'intervention. On ne peut pas s'approcher plus. Il y a des hauts fonds, on est dans une zone assez restreinte et on va mettre le bateau en péril. Donc on est au plus près de l'intervention. Stéphane maintient la vedette à distance de la côte, car les vagues et le courant pourraient l'entraîner vers les rochers, durs comme le marbre, acérés comme des rasoirs.
Pendant ce temps, des touristes se sont précipités pour porter secours aux passagers du voilier. Je vois du monde sur la côte, mais je suis incapable de différencier qui est badaud et venu prêter assistance ou qui est victime. À partir du moment où il y a des gens à bord d'un bateau dans les rochers, la personne, elle peut, en voulant s'extraire, elle peut se blesser et se noyer. Enfin bon. Donc là, la première urgence, c'est vraiment les personnes à bord, être sûr du nombre de personnes qu'il y avait, être sûr de leur intégrité physique, sinon la demande de renfort. Est-ce que tu veux que j'envoie François qu'il fasse un reco? Parce que la montée de rocher, il voit. Il te prend les renseignements, il nous tient au courant. Allez, ça marche. François! Donc si on veut vraiment faire la levée de doute de personnes blessées ou pas, on est obligé d'envoyer un nageur faire la reco. On décide d'envoyer François, qui est un nageur aguerri et qui n'aura pas de problème pour remplir la mission. François, le plongeur, se prépare à rejoindre le voilier. Mais les courants sont réputés ici très dangereux. Pendant ce temps, Stéphane se concentre sur la navigation. À partir du moment où je suis proche de la côte, il faut d'une part que je maintienne une position face au danger. Donc là, le danger, c'est la côte. Je vais agir sur mes deux moteurs avec mes deux mains. Il faut que le bateau, voilà, on le sente. Il ne faut plus se poser de questions. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller en avant, en arrière? Non, c'est instinctif. François, le plongeur, part rejoindre le voilier échoué. Il doit évaluer la gravité de la situation. Mais les courants peuvent rapidement épuiser les meilleurs nageurs. Quand on envoie le plongeur à l'eau, moi, mon rôle, c'est de le surveiller. Il peut avoir un pépin. Le moment un peu délicat qu'on va trouver, c'est quand il va faire la montée de rocher. S'il monte sur une mauvaise vague ou s'il y a une vague un peu plus grosse qui va l'exploser sur les rochers. Ouais, l'RCG Pointe Rouge de Velay-Pommer, donc je te confirme, le voilier échoué, c'est actuellement, donc j'ai un nageur au contact de la personne qui était à bord. Entre-temps, le propriétaire blessé est pris en charge par une équipe terrestre de marins-pompiers. Avant d'être transporté à l'hôpital, il demande que l'on s'occupe de son bateau par tous les moyens. Les deux personnes qui étaient à bord ont été sauvées. Donc elles sont prises en charge par le VSAV qui est à terre. Donc là, maintenant, nous, ça va être d'essayer de sauver le bateau. Donc on a sauvé les personnes, maintenant on essaye de sauver les biens. Une fois qu'on est calé sur les personnes, on peut réfléchir à ce qu'on fait du bateau. Sachant que les solutions, elles sont pas multiples. Hein. Là, c'est où il reste là, et puis avec le ressac, il va s'abîmer jusqu'à temps qu'il se casse en morceaux. Ou on le sort, mais il est tellement abîmé qu'il va prendre l'eau. Ou alors, il n'est pas trop abîmé, et on arrive à le remorquer. Le tirer, ça lui donne une chance de survie. François est de retour. Il revient faire son rapport au patron de la vedette. La mission du nageur, c'est première chose de s'occuper des personnes. Et ensuite, une fois que ça, c'était pris en charge par les renforts, qu'il me fasse une reconnaissance du bateau déjà à l'intérieur, savoir s'il n'y avait pas une brèche énorme qui fait que là, ça serait impossible de le remorquer. Et en même temps, qu'il me fasse une reco des fonds marins à proximité de l'endroit. Déjà, comment il est bloqué? De quelle manière est-ce qu'il est bloqué, ce bateau? La houle et le vent empêchent le plongeur de retourner à bord de la Bonne Mer. Stéphane manœuvre pour stabiliser la vedette. C'est bon, t'inquiète. C'est bon! Ok. Alors, situation, le bateau est coincé par l'avant, l'arrière est juste embuté. L'avant, ça fait un petit V, c'est coincé dedans. Et comme ça sur le côté, la quille n'est pas coincée. Par contre, si on fait une traction comme ça va toucher, il n'y a pas assez de fond. On voit comment Il y a ça un fait. safran pété. Par contre. Un safran pété? Un safran pété. Donc tu de chaumière, je pense qu'on a une voie d'eau. Pour l'instant, il n'y avait pas d'eau à l'intérieur, mais bon. Le voilier encastré dans les rochers ne présente pas pour l'instant de voie d'eau visible. Le patron de la vedette prend la décision de le remorquer. Mais François va devoir rejoindre une nouvelle fois le voilier avec une difficulté supplémentaire. Nager attaché au bout d'une remorque. On est à peu près à 250 mètres du bateau. Et la seule façon d'emmener la remorque
pour l'attacher à l'avant du bateau et sortir le bateau, c'est que le nageur retourne sur le bateau avec la remorque. Allez, go! François appartient à la section opérationnelle spécialisée aquatique du BMPM, affectée à la Pointe-Rouge, l'élite des marins-pompiers plongeurs. Il parvient à contre-courant à rejoindre le rivage, malgré le poids de la remorque attachée autour de la taille. Moi, je suis loin, donc je vois le bateau, mais je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce qu'il y a de la casse? Est-ce qu'il y a une grosse brèche qui va se créer? Le fait de laisser le nageur dessus, lui, il va pouvoir voir ça, il va pouvoir le sentir, et il va de suite avoir un visuel sur l'intérieur. S'il y a quelque chose qui s'est pété, qui s'est ouvert, il va me dire, bon, bah, laisse tomber, il y a tout qui s'est cassé, il va couler. Lui, il s'extrait, hein, et c'est un nageur, donc il n'y a pas de souci. Et dans ce cas-là, on va pouvoir réagir. Une fois la remorque accrochée, Stéphane décide d'enclencher la marche arrière pour tenter d'extraire le voilier des rochers. À partir du moment où on va sortir le bateau un peu en force, ce qui peut arriver, c'est qu'il tape une roche, qu'il y ait une brèche et qu'il y ait une voie d'eau tellement importante que le bateau coulerait en quelques minutes. C'est exactement le scénario catastrophe qui s'est déroulé quelques semaines avant avec une autre équipe de Pointe-Rouge. Le 12 août, la vedette de la Bonne Mer tente de remorquer un galion échoué sur un rocher dans l'archipel du Frioul. Dans la manœuvre, la voie d'eau s'élargit. L'eau s'engouffre rapidement dans la cale, le galion gîte vers l'arrière et coule en quelques secondes. Allez, ramène du bout, prends du bout et coupe. Allez, coupe. Retour dans la baie des Singes. Stéphane et son équipe de Pointe-Rouge tentent de sauver un voilier échoué sur les rochers. Le bateau est coincé par l'avant, la quille n'est pas coincée. Par contre, si on fait une traction comme ça va toucher, il n'y a pas assez de fond. Il y a un safran pété. Un safran pété? Un safran pété. Donc tu le joues bien, je pense qu'on a une voie d'eau. Stéphane, le patron de la vedette de sauvetage de Pointe-Rouge, n'a pas droit à la moindre erreur de pilotage. Ici, les courants associés à des vents violents constituent un piège fatal même pour les marins les plus expérimentés. Le voilier se dégage facilement de l'emprise des rochers, mais penche dangereusement. Si l'eau s'engouffre dans la cabine, il peut rapidement couler. À l'écart du ressac, le voilier se rétablit enfin correctement. François de Steph, donc bien pris. Bon, écoute, tu surveilles la voie d'eau, on va passer sur l'arrière et puis on va voir comment ça se comporte et tu me tiens au courant si ça évolue. Puis Franck fait glisser la remorque à l'arrière de la vedette, pendant que Stéphane rétablit son cap en direction du large. Mais impossible pour Stéphane de remorquer le voilier jusqu'au port de Pointe-Rouge, pourtant plus facile et plus rapide d'accès. Stéphane choisit alors de mettre le cap sur les îles du Frioul. Mais pourquoi une telle décision, alors que le voilier ne présente pour l'instant aucune voie d'eau visible? La traversée vers le Frioul va doubler le temps de remorquage et donc augmenter les risques d'incidents sur le parcours. Quand on remorque un bateau, on ne peut pas rentrer dans un port parce qu'on ne peut pas manœuvrer.
Donc en fait, la manip, c'est de mettre le bateau à couple, donc à côté, qui vient se solidariser avec la vedette. Là, cette manip-là, elle est impossible à faire par une mer mouvementée, parce que quand les deux bateaux viennent côte à côte, y a tout qui casserait, quoi. Et donc là, le choix se porte sur le Frioul, parce que l'entrée du Frioul est à l'abri de la mer quand il y a du Mistral. Mais reste une inconnue de taille, le safran du voilier, le gouvernail, arraché, qui en toute logique annonce une voie d'eau. La traversée risque d'être longue et périlleuse. Là, le voilier, je pense qu'il a un impact sur le pic avant. Il doit avoir un impact sur le flanc droit, le flanc tribord. Il doit avoir, apparemment, d'après ce qu'on avait en info, un safran en moins. Donc ça fait un tube de jaumière avec un passe-coque, donc une voie d'eau potentielle sur l'arrière. L'addition de tous ces impacts ne laisse rien présager de bon. Mais pour l'instant, le voilier flotte. Le plongeur à bord ne signale aucune anomalie. Mais Stéphane, le patron de la vedette, reste vigilant. On n'oublie pas qu'on vient de sortir un bateau en force, que forcément, il n'a pas aimé. Et donc l'idée, c'est bien que le nageur à bord ait une veille attentive permanente sur ce qui se passe dans le bateau. Ouais, donc pour l'instant, tu as un niveau d'eau stable et apparemment, pour toi, il n'y aurait pas de voie d'eau. Hein. Mais écoute, a priori pas plus. L'eau était au niveau du bas des planchers à notre départ, ça n'a pas changé. Ah ok, je te remercie à tout à l'heure. Lui, il me signale qu'il y a une légère voie d'eau, mais que ça rentre pas trop fort. Donc pendant la navigation, lui, il essaie de voir, il n'arrive pas à trouver d'où ça provient. Mais bon, il me dit que c'est à peu près stable. Donc on remorque, en croisant les doigts pour que ça tienne, mais toujours en étant attentif et en communication avec le nageur qui est à bord. Mais le coup de mer ne semble pas se calmer. La traversée vers les îles du Frioul n'en finit plus. Lorsque tout à coup, le voilier commence à piquer légèrement du nez. Là, d'un coup, mon nageur me dit, là, il y a de l'eau qui rentre plus fort. Ça rentre plus fort, donc il va falloir pas traîner. Cette fois, nous y sommes. La ligne de flottaison annonce clairement la couleur. La ligne de flottaison est la ligne qui sépare la partie immergée de la coque d'un navire de celle qui est émergée. Lorsque celle-ci disparaît peu à peu de la surface de l'eau, cela indique que le bateau trop lourd perd de sa flottabilité et qu'à terme, il peut couler. Alors Stéphane décide immédiatement de mettre le voilier à couple. Il plonge. À l'intérieur, il est accessible par la porte. C'est là, c'est la flotte là. Ouais, c'est là. Regardez devant, il n'y a rien. Voie d'eau sur l'avant. Et du coup, il est en train de plonger. Mais arrivé dans le port, il faudra être rapide pour mettre la motopompe pour épuiser la flotte. Les gars, du moment où on est à quai, on papillonne pas, on met la motopompe en route. On la sort, on prépare tout pour la motopompe et on aspire, on aspire. Allez, le plus loin possible, hein, assez loin. Surtout, va faire l'arrière. Fais gaffe à la pompe. On a de l'eau là. De là, je pense qu'avec la spirale, on est bien. Là, il y a tout qui flotte là. Pendant qu'une pompe motorisée commence à vider la cale du bateau, une équipe de plongeurs part repérer la voie d'eau pour tenter de la colmater. Regarde, là-bas, c'est quoi? Ça, là. Une heure plus tard, la voie d'eau reste toujours inaccessible. Nous, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Là, c'est est-ce qu'il tiendra jusqu'à demain ou pas? On verra bien. C'est la nuit qui décidera. Il est 20h. La mission des marins-pompiers est terminée. Stéphane et son équipage ont le devoir de rejoindre leur base de Pointe-Rouge. Malheureusement,
l'eau continuera de s'infiltrer insidieusement dans la cale du voilier tout au long de la nuit. Heureusement, quelques jours plus tard, sécurisé à l'abri du port du Frioul, le voilier de la baie des Singes sera sauvé des eaux, in extremis. Retour à la caserne Saint-Pierre de Marseille. Patrick et son équipe ont enchaîné les urgences depuis 8 heures ce matin. Ils ont enfin droit à un premier moment de répit. Si tout va bien, ils vont pouvoir partager un de ces moments chaleureux qui unit les hommes entre eux et renforce les liens d'amitié entre marins-pompiers. À la cafétéria, on se prépare à fêter un anniversaire. Voilà le couteau. L'équipe de fatigués, mec. Non mais ça c'est en foot forest. Et ça c'est le cochon qui l'a tué au DIH. Je mangerai mon ennemi en latin. C'est le nombre de personnes qui l'a tué. Ça c'est le moment. Qui est gravé sur la... Déjà c'est utile au foot forest. Gâteau et soda, car l'alcool est interdit. Les hommes du bataillon ne ratent jamais une occasion de fêter leur joie d'appartenir à une grande famille. Voilà. Mais le PC sonne la fin de la récréation. Intervention EFI, feu d'appartement. FI. Cela signifie que le fourgon à incendie est de la partie. Le feu a déjà commencé son œuvre. Même si la fatigue se fait sentir, Patrick reste optimiste. Marseille, ville embouteillée le jour, redevient sereine la nuit. Les avenues de la cité phocéenne et les rues labyrinthiques du vieux Marseille sont fluides. Bien pris pour la VRCG, c'est le pire. Ah, tu traverses de la montre, c'est derrière le truc, il faut que je vois à quel niveau c'est. Sur le chemin, Patrick étudie soigneusement la zone d'intervention. Car tout départ d'incendie en apparence inoffensif peut se propager rapidement sur des bâtiments voisins, une station-service, un dépôt de gaz. Cette recherche est essentielle car elle permet au chef de groupe d'envisager tous les scénarios catastrophes possibles. Vas-y, rentre, s'il te plaît. Patrick est sur place en moins de 10 minutes. Sa première équipe d'intervention a déjà éteint l'incendie à l'intérieur d'une villa abandonnée. Je suis en présence d'un feu d'origine électrique sur une villa. Actuellement, les personnes des villas ont été évacuées. Je prends le commandement des opérations de secours, appellation COS La Valentine, comment reçu parler. Le chef de groupe donne l'ordre de couper l'électricité et lance la grande échelle pour sécuriser le toit et assurer un deuxième point d'accès sur la villa. Mais à son arrivée, Patrick a collecté une information capitale. Quand j'arrive, donc après la passation avec le chef d'agré, qui me renseigne donc sur l'intervention, après ma prise de renseignement, je n'arrive pas à savoir s'il y a quelqu'un ou pas à l'intérieur. Steph, dis-leur qu'il ne marche pas dans les coms, là, il n'y a rien qui tienne dedans. Hein. Les gens ils viennent de me dire qu'il ne faut surtout pas qu'il marche sur les coms, ça ne tient pas. La villa a été soigneusement ventilée. Les pièces sont visitées une à une. Dans le faisceau de leurs torches, les marins-pompiers cherchent le moindre indice de présence humaine. Les enfants sont les premières victimes de l'intoxication due aux fumées d'un incendie. Le principe de base, c'est de faire des recherches dans tous les recoins
pour retrouver des victimes potentielles. Parce que la personne qui est prise par les fumées va essayer de se retrouver dans un endroit bas, exigu, pour essayer de se mettre le plus à l'abri. Ça, c'est une forme liée au stress. Souvent, les enfants font ça, se cacher sous le lit ou dans des placards. Donc, tout mon personnel, je le force à faire tous les recoins. Ils sont formés pour ça, pour qu'on n'ait pas de mauvaises surprises après l'intervention. Donc ça, c'est la priorité. Heureusement, l'équipe de Patrick ne trouve aucune victime. Mais ce genre de recherche recèle d'autres pièges. C'est là que ça a brûlé? Ça c'est chaud, c'était à 180 degrés là. Ouais. Ça a bien brûlé. Ouais. Là ça a chauffé là. Ouais, là ça a chauffé, là il faut regarder. Et là, Au plafond, j'avais pas plus de chaleur que ça. J'étais à 50. J'avais juste un trou là-bas, je pense que c'est ça la fumée. Regardez là-bas. Les marins-pompiers explorent la villa à l'aide d'une caméra thermique. Ouais, qui s'échappe par la toiture. C'est ça. La caméra thermique est un instrument de mesure de la chaleur qui permet aux pompiers de repérer les points chauds pouvant faire repartir un incendie. Elle sert également à retrouver des victimes encore vivantes et rendues invisibles par les fumées. Voilà, il faut dégarnir tout ça là. Voilà. Donc Ouais. là, je voulais sortir vite. Tout ça, il faut tout sortir là. Ça va pas repartir ça. Le chef de groupe donne l'ordre d'évacuer au plus vite des débris encore chauds. Cette opération de déblai est une garantie contre toute reprise d'incendie ou d'explosion. Ce qu'on craint le plus dans ce genre d'intervention, c'est souvent les vaporisateurs. Donc des produits, des insecticides ou des produits nettoyants. Les bouteilles de gaz qui, soumis à forte température, peuvent s'éventrer et créer des explosions. Donc il y a énormément de dangers liés à ce type d'intervention, surtout dans des squats. C'est justement ce qui s'est produit le jeudi 5 février 2015 au numéro 1 du boulevard Vintimille. Alors que les marins-pompiers sont confrontés à un incendie ravageur sur un immeuble à usage habitation, une bouteille de gaz domestique de 13 kg va exploser. Sous l'effet du souffle, un marin-pompier sera projeté du premier étage. Rapidement pris en charge par les moyens sanitaires présents sur les lieux, ces jours ne seront pas en danger. Lors de cette intervention, on dénombrera 6 blessés, dont 5 marins-pompiers. Retour sur l'incendie qui s'est déclaré cette nuit dans une villa squattée. Patrick et son équipe n'ont pas trouvé de victimes, mais continuent de traquer les nombreux points chauds provoqués par l'incendie à l'aide d'une caméra thermique. La priorité est mise également sur la recherche d'objets pouvant exploser sous l'effet de la chaleur. Pas de gaz de bouteille qu'on a évacué. Il y a plein d'aérosols là. Et si ça te pète à la tronche, c'est pas drôle quoi. Cette villa squattée n'étant pas reliée au gaz de ville, c'est sans surprise que 15 minutes plus tard, un marin-pompier extrait des décombres une bouteille de gaz. Saxo, Cos, la Valentine. Saxo, Cos, la Valentine. Prenez donc déblai effectué. Il n'y aura aucun relogement prévu sur cette intervention. Les agents de RDF procèdent aux vérifications électriques. Terminé. Ouais, 6h moins le quart. Ouais, c'est bon, c'est bon, ça c'est fait. On s'est couché un peu trop tard et on se réveille beaucoup trop tôt. Le soleil qui s'étire dans le ciel annonce la fin des 24 heures de garde de Patrick et de son équipe. Là, c'est pas la peine de se recoucher. La nuit laisse place à une nouvelle journée de veille pour les marins-pompiers et la vedette de Pointe-Rouge.
43 degrés 14.4 nord, 43 degrés 14.4 nord, 005 degrés 7 est. Eh bien monsieur, vous êtes à la place Port-Pointe-Rouge pour la direction Cap Caveau. Donc sud, Cap Caveau, semi-rigide, retourné et il n'y a pas de complément d'info. Le CROSSMED, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de la Méditerranée, vient de signaler un bateau retourné à la dérive. Accident, noyade, seule une reconnaissance sur les lieux apportera des réponses. Yann, le patron de la vedette, donne l'ordre à un de ses plongeurs de s'équiper en prévision d'une plongée de reconnaissance. Le Zodiac retourné se situerait à la pointe du Cap Caveau, à exactement 5 km 600 de Pointe-Rouge. Un spot réputé pour la plongée et les recherches archéologiques, mais aussi une zone qui est le théâtre de nombreux naufrages. Yann reste concentré sur son cap. La notion d'urgence, on ne la connaît véritablement qu'en arrivant sur les lieux. Arrivé sur zone, l'équipage repère le Zodiac et tout à coup, une forme orange qui flotte à une centaine de mètres. Alors le patron de la vedette fait appel à l'hélice des îles du Frioul, venu prêter main forte. Hélice de vedette, bonne mer. Tu vas sur ton tribord en direction de l'île mer, là, il y a un point orange. Cross de vedette, bonne mer. L'hélice est une embarcation légère d'incendie et de secours. Plus rapide que la bonne mer, elle atteint les 30 nœuds, 56 km/h, et peut embarquer ou évacuer à son bord en cas d'urgence 6 personnes. Sur sa proue, l'hélice est équipée d'une pompe, un hydrojet, qui peut aspirer et rejeter 1300 litres à la minute. J'ai envoyé l'hélice Frioul sur un point orange, on ne sait pas si c'est encore un gilet ou autre chose. Je vais mettre un plongeur à l'eau pour aller voir sous l'embarcation s'il y a quelque chose. Position 43. La priorité, c'est pas le bateau. La priorité, c'est toujours les personnes, les victimes. Je donne l'ordre de me faire une reconnaissance pour une levée de doute, être sûr qu'on n'est pas quelqu'un qui soit en difficulté sous l'embarcation et qu'on n'aurait pas vu de prime abord. Au premier coup d'œil, le plongeur constate rapidement qu'il n'y a pas de corps resté coincé sous le Zodiac. Mais il prend soin d'ouvrir les coffres. Là, au retour, il n'y a pas de victime au niveau de l'embarcation. Donc de là, déjà, est dégagée une bonne pression. Pendant ce temps, l'hélice a identifié l'objet flottant à une centaine de mètres du Zodiac. Ouais, c'est un gilet empaqueté qu'on a. Est-ce que tu as des numéros ou un nom sur le gilet? Négatif, on n'a pas de numéro ni de nom, il est neuf dans le sachet. Bien reçu. À partir de cet instant, l'intervention de sauvetage va prendre une autre direction. Que fait ce Zodiac à la dérive, sans passagers? D'où vient-il? Une enquête va débuter. Le plongeur, dans son investigation, va découvrir quelque chose de très étrange. Le boudin du Zodiac a été entièrement lacéré sur une grande partie de sa longueur. Le nom du bateau, c'est Mélina. Limat 13 759. Le flanc du boudin déchiré en deux. J'avais des coups de couteau. Couteau. Ouais, net. Il n'y a plus le capot moteur, fil arraché.
On a relevé ce jour-là le numéro d'immatriculation sur le bateau, le type de bateau, la marque. En fait, on fait presque la petite enquête de police pour qu'à l'issue, on puisse rendre compte, nous, au PC maritime, de toutes les infos qu'on a pu récolter. Capot, absent. Fil arraché. Fil arraché. Faisceau arraché. Un coup de couteau. Fait la série de coups de couteau, quoi. Ouais, et après, l'état, il est je revois, bon, ça a l'air le carambouille, ça, encore. Ça sent le carambouille. Pendant ce temps, l'hélice vient rapporter le gilet provenant probablement du Zodiac. Ce bateau à l'abandon serait-il une carambouille, une escroquerie? Il n'y a pas une mer qui permette que le bateau puisse se retourner. Donc on ne sait pas quoi. C'est un peu bizarre comme situation, quoi. Bon. Après on va le remorquer. Parce que c'est qu'on verra après avec l'immatriculation par rapport au propriétaire. On peut trouver un truc, quoi. Autant c'est un bateau qui a été volé, qui finit comme ça. Machin. Aucune victime, c'est le plus important. Mais la mission des marins-pompiers est également de s'occuper des biens et de l'environnement. Ce Zodiac constitue un danger pour les navires qui croisent en cette zone. Sur demande du CROSSMED, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de la Méditerranée, il doit être remorqué à Pointe-Rouge. Passe-moi tout ce qui est dessus, là. Alors que le plongeur accroche la remorque, le patron de la vedette mène l'enquête. Le Zodiac mystère est enfin dévoilé. Ce jour-là, il s'avère que c'est un bateau loué et le bateau n'a jamais été ramené à son propriétaire. Et après, elle sera remise à son propriétaire et puis lui, il s'occupera de la suite avec la police. Yann vient d'achever son tour de garde sur la vedette La Bonne Mère et passe le relais à une autre équipe. C'est un bateau de location, le propriétaire devrait venir. Le bateau, il va être bon à sortir. Je pensais le faire là. Il a été volé quand, ce soir? Cette nuit, hier, il a été loué, donc cette nuit, il a dû être volé, et voilà. Un carreau, tu l'as récupéré? En apparence, les marins-pompiers de Pointe-Rouge viennent d'effectuer une intervention bénigne. Et pourtant, les bateaux à la dérive constituent une menace sérieuse. Car au large de Pointe-Rouge se trouve l'une des routes maritimes les plus fréquentées de la Méditerranée. C'était mon milieu, je faisais de la plongée. Naturellement, je me suis dirigé vers le sauvetage maritime. Pourquoi apporter secours? Parce que peut-être que la personne que vous allez sauver, ce sera peut-être un grand chirurgien un jour, et que peut-être ce grand chirurgien un jour, il sauvera mes enfants. Quand on fait ce métier-là, c'est qu'on a besoin de bouger. On a besoin de bouger, et le fait que ce soit diversifié fait que c'est pas lassant finalement. On ne sait pas ce qui va nous arriver, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus le jour où on est de garde. Donc ça, voilà, ça c'est un côté intéressant, quoi.